envie d'être moi. Courage, alright. Être liberté. Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Être et liberté, un balado qui vise à discuter de développement identitaire, d'authenticité, de sens à la vie, de résilience et de différents concepts de psychologie positive pour favoriser la santé mentale, le bien-être, et la persévérance scolaire. C'est un balado qui est financé par les fonds de recherche Québec et cet épisode-là est aussi financé par une bourse Mitax Accélération et par le mouvement Santé mentale Québec. Donc on les remercie évidemment. Je m'appelle Rémi Paré-Beauchemin, je suis étudiant au doctorat à l'Université de Sherbrooke et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec trois merveilleuses invitées pour parler de notre thématique de l'identité, des arts et de la créativité. Donc j'ai avec moi les deux professeurs Caroline Beauregard et Maria Ricardi et l'étudiante Noémie Beauregard. Bienvenue à vous trois. Merci. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Oui, ça va très bien. Bien, merci d'être ici avec nous, avec moi pour... oui, mais c'est excitant pour parler quand même d'une thématique assez particulière, les liens entre l'identité puis les arts puis la créativité. Et je pense qu'on est vraiment entre de bonnes mains aujourd'hui parce que vous avez toutes chacune une expertise assez complémentaire puis assez profonde dans ces thématiques-là. Je vous inviterais peut-être à vous présenter. Caroline, si tu veux commencer. Oui, tout à fait. Mais bonjour. Donc, moi, je suis professeure en art-thérapie à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT. On est situé à Montréal. Puis, en fait, ce que je fais beaucoup, c'est des projets de recherche-intervention, principalement en milieu scolaire, auprès des enfants immigrants et réfugiés. Donc, tout ce qui est la question de la création, la construction identitaire en période de migration, puis comment le contexte affecte la construction identitaire, c'est ça qui m'allume plus, là. Vraiment intéressant. Merci. Et toi, Maria? Oui, bien moi, je partage avec Caroline Choussy, professeure à l'UQAT. Puis, mais je suis aussi étudiante, finalement, aussi à l'UQAM. Puis, mes recherches, vraiment, regarde beaucoup le parcours migratoire des jeunes et trouver l'identité ou peut-être le mettre en valeur. Donc, puis, je suis art-thérapeute. Fait que pour moi, le thème de l'art et la créativité, l'art et l'identité, là, ça me touche beaucoup. Vraiment excellent. Bien, merci d'avoir accepté de venir ici. Et toi, Noémie? Bien, moi, je suis étudiante au diplôme d'études supérieures spécialisée en santé mentale à la TELUC. Puis en parallèle, je suis aussi professionnelle de recherche à l'Université de Sherbrooke. Moi, j'ai un parcours aussi. En fait, j'avais beaucoup d'intérêt à participer aujourd'hui parce que j'ai fait une maîtrise en travail social. Et en même temps, j'ai fait un micro-programme en art-thérapie à l'UQAT à temps partiel. Donc, puis j'ai écrit aussi mon essai sur la pratique de l'art communautaire pour favoriser l'inclusion sociale des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Donc, tu sais, c'est sûr que sans de l'art-thérapie, j'ai beaucoup d'intérêt aussi pour tout ce qui est intervention par l'art et tout ça. Puis l'année dernière, j'ai suivi une formation certifiante en journal créatif. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est un outil qui découle un peu de la psychologie, du journal intime et de l'art-thérapie. Puis, donc, c'est un outil qui est ludique, qui a trois langages, donc l'écriture, le collage et le dessin. Donc, tu sais, c'est super intéressant aussi. On utilise la créativité, c'est ça, pour accompagner les gens. Bien, c'est vraiment intéressant. Merci, vous trois, d'avoir accepté de participer au balado aujourd'hui. Et justement, on va parler de développement identitaire, de qu'est-ce que c'est, les bénéfices aussi des arts et les créativités et les liens entre ces concepts. Et j'aimerais qu'on commence à tout d'abord dire qu'est-ce que c'est l'identité. Donc, Maria puis Caroline, je vous lancerai un peu la question. Ben, c'est une tellement belle question, tu sais, mais l'identité, moi, je crois qu'elle existe, elle est là. Puis avec le temps, ben, on la regarde de différentes façons. Puis l'identité, pour moi, en tout cas, ce concept, il y a plusieurs pluralités, il y a plusieurs identités qui ensemble forment qui nous sommes. Fait que je pense qu'à travers le temps, ben, elle est là. Puis avec qui on travaille, avec qui on raconte notre histoire, elle devient peut-être, on la met en lumière. Puis on commence vraiment à se reconnaître. J'avais une cliente il y a longtemps qui m'avait dit, avec l'art-thérapie, plus je le fais, plus j'apprends à me reconnaître, à savoir qui je suis. C'est intéressant ce côté-là de se trouver un petit peu. Ouais. Tu sais, je rajouterais peut-être aussi tout le côté d'être
de se reconnaître soi-même comme étant une personne unique, mais aussi de se reconnaître à travers les autres. Donc, c'est être en même temps unique, mais en même temps aussi pareil, comme les autres. Oui. Exactement, parce que si on se reconnaît, par exemple, on a une identité professionnelle, c'est parce qu'on partage des caractéristiques avec d'autres personnes, on partage des intérêts communs. Si on a, par exemple, une identité culturelle, c'est parce que c'est ça, on a un lien, un attachement avec une culture, avec un pays. Donc, c'est un peu paradoxal comment l'identité, ça représente ces deux choses-là en même temps. Et comment, comme le disait Maria aussi, l'identité va être en perpétuel mouvement. Donc, c'est pas cristallisé, c'est pas quelque chose qui se fixe, c'est pas quelque chose qu'on dit, bon, ben maintenant, j'ai créé mon identité, puis ça finit là. Non, tu sais, puis c'est pas non plus quelque chose qu'on va nécessairement créer de façon et construire de façon consciente. Oui, tu sais, il y a tout le reflet, le miroir que nous renvoient les autres, qui peuvent peut-être mettre en lumière, comme tu le disais, Maria, mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent, juste être exposé à certains environnements, à certains événements, à certaines personnes, font en sorte que notre identité va se moduler, puis va aussi s'adapter en fonction là, des contextes dans lesquels on évolue. Oui, puis je vais ajouter une chose intéressante. Tu sais, il y a un auteur, c'est Gadamer, puis on parle à travers la vue d'une image qu'on voit d'une œuvre d'art, un langage, comment ce jeu se fait. Donc, Caroline a dit avec les autres, avec les choses, l'environnement, les images. Donc, peut-être c'est vraiment cette relation qui peut-être peut se raconter, et plus on se raconte, bien, plus on apprend un petit peu à revoir notre histoire, puis peut-être à la voir différemment. D'entrer en dialogue aussi. Oui. Il y avait ça qui me venait à l'esprit. Entrer en dialogue avec soi-même. Avec soi-même, avec les autres, avec l'image. Oui. Donc, c'est un peu ça, tu sais, que Maria l'a amené, là, cette idée-là. C'est sûr qu'en art-thérapie, on va parler beaucoup d'une relation qui est triadique, donc entre, par exemple, le client, le thérapeute et l'image, et comment la relation du client avec l'image, du thérapeute avec l'image, tout ça, ce sont des relations qui vont venir s'entrechevaucher, s'entremêler pour influencer finalement ce qui se passe. Fait que, veux pas l'image que nous renvoient les autres. Donc, tu sais, je parlais un peu plus tôt du reflet. Le reflet social, c'est super important. Donc, parce que des fois, on va aussi nous assigner une identité qui n'est pas nécessairement celle dans laquelle on se reconnaît, là. Intéressant. Puis ce que vous avez nommé aussi, vous avez nommé plein de choses intéressantes, mais en particulier, on a comme une humanité qui est partagée. On est tous des êtres humains, Tout à fait. Oui. mais à l'intérieur de ça, on a quand même toute une unicité, on a toutes des caractéristiques, des rêves, des forces, des faiblesses, des talents, en tout cas, fait que, tu sais, c'est cette espèce de complexité-là qu'il faut reconnaître, notre uniformité, nos points communs, puis pas les oublier, parce que c'est ça qui peut, je pense, mener à différentes choses, les conflits, la ségrégation, etc. Mais en même temps, il faut quand même se trouver soi-même comme individu unique à l'intérieur de tout ça. Puis je voulais savoir, toi, Noémie, comment tu vois ça, l'identité? L'identité? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Ben c'est sûr que je pense que je vais compléter, je vais aller dans le même sens que vous. C'est sûr que c'est toujours quelque chose qui est en mouvement. Hein. Tu sais, on vieillit. Puis, moi, en ce moment, je suis une jeune femme et je pense que mon identité va pas être la même dans 5-10 ans. Puis elle n'était pas la même il y a 7 ans, disons. Tu sais. Ça change constamment avec les rencontres qu'on fait, les expériences de vie aussi. Tu sais, ça nous construit aussi tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à l'identité aussi? Ben, c'est sûr que de mon côté, avec tout ce qui est artistique, ça m'a aidé aussi à me construire professionnellement parce que pendant un certain temps, ben, je me questionnais un petit peu. J'avais beaucoup d'intérêt pour tout ce qui était psycho et tout ça, mais j'avais l'impression de jamais être totalement sur mon X. Puis là, j'ai découvert que c'était possible aussi d'ajouter ça, l'intervention par l'art, de pouvoir accompagner des gens, différentes clientèles, mais en utilisant quelque chose, une autre forme de langage, si on veut. Ouais. Tu sais, là, vous l'avez abordé quand même beaucoup, mais j'ai l'impression des fois, certaines personnes peuvent entretenir le mythe que l'identité, ça a une fin. On juste pas rendu à un certain âge ou rendu à un certain point dans notre vie, boum, c'est qui on est, puis on va toujours rester un peu la même personne pour le restant de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce mythe potentiel-là? Bien, moi, je pense qu'avec le temps, on a des nouveaux environnements,
une nouvelle expérience, nouvelle rencontre, nouvelle création. Et parce qu'on interagit avec quelque chose à l'extérieur de nous, avec notre nous, la personne que nous sommes, bien, ça commence à être en vie de différentes façons. Fait, je pense, pour moi, ça ne peut pas arrêter pour la chose que le temps est là. Puis le temps qui est donné, ce temps-là, c'est vraiment ça qui nous amène, encore une fois, à aller en relation. Fait que plus que dans ma vie, j'avance, plus que j'ai des relations différentes, puis plus que les rencontres font que je m'identifie à différentes façons que peut-être plus jeune ou avant, j'aurais pas eu l'occasion d'expérimenter aussi. Mais en même temps, il y a quelque chose que... Bien, c'est sûr on songe souvent à l'adolescence comme étant la période de formation d'identité, puis que c'est vraiment là. C'est sûr qu'en étant adolescent, il y a plein de choses qui se passent, ça bouillonne, on est curieux, on va expérimenter plusieurs choses. Fait que c'est sûr que c'est une période qui est très condensée en termes de formation identitaire. Par contre, comme on l'a dit, oui, l'identité va toujours se construire. Mais je pense quand même, de mon côté, j'apporterais quand même une petite nuance, dans le sens que plus on vieillit, plus je pense qu'on apprend à savoir ce qui nous intéresse peut-être un peu plus. Donc, on va peut-être discriminer certaines expériences. Donc, peut-être qu'on va être moins exposé à des expériences totalement différentes ou à des gens comme totalement différents. Mais encore là, ça ne veut pas dire que notre identité ne se construit plus, ou ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des expériences qui vont nous sortir de notre zone de confort. Mais peut-être que plus on vieillit, plus on fait des choix qui vont orienter, donner comme une ligne directrice à notre identité. Puis c'est sûr que, dans le domaine où moi je travaille, en immigration, si on pense à des adultes qui migrent, qui ont un parcours migratoire à l'âge adulte, bien c'est sûr que même s'ils ont déjà fait des choix, entre guillemets, au niveau identitaire, bien là, c'est sûr qu'ils se retrouvent dans une situation où ils vont être exposés à plein de choses nouvelles. Ça dépend encore là de où on se situe dans notre vie, puis de ce qui nous arrive, finalement. Puis, peut-être que je vais ajouter une petite chose intéressante. Bien, quand j'étais plus jeune, on essayait beaucoup de rôles différents. Sur le jour, on essayait plein de rôles différents. Peut-être qu'il y a moins de rôles, des fois aussi, que comme dit même Caroline à essayer, mais c'est intéressant, dépendant. Peut-être j'ajouterais la dépendante du parcours de vie de la personne, dépendant d'où elle vient, d'où elle arrive. Puis j'aime beaucoup le côté, ce que tu nommes de discriminer. Il y a peut-être des choses qu'on ne veut, qu'on est bien. Mais par rapport au mythe de ne pas bouger, c'est peut-être ça qu'on est comme tous d'accord. C'est comme une mouvance, comme une œuvre d'art, même si elle est la même, avec le temps, on la voit différemment. Fait que c'est intéressant, ce côté-là, de toujours ouvrir de perspective qu'on est là pour avoir un regard différent sur qui on est ou qu'est-ce qu'on voit ou notre relation avec les autres. Moi, je dirais aussi, avec toute la technologie d'aujourd'hui, je pense que autour de nous, c'est constamment en mouvement. Donc, forcément, je pense que même si on vieillit, tout ça, on doit s'adapter aussi à tout ce qui se passe autour. Donc, on est exposé à beaucoup plus de choses aussi. Puis nos façons de communiquer divergent d'il y a quelques années, puis tout ça. Puis je pense que ça va continuer à l'être encore. Fait que probablement que ça doit avoir un impact aussi sur justement notre identité puis comment on se construit. Mais c'est sûr que j'aurais tendance à dire aussi que je pense qu'il y a des éléments fondamentaux dans notre être, dans qui nous sommes, qui vont rester là au fil du temps, même si on prend de la maturité ou qu'on vit certaines choses. Puis je pense que les voyages aussi, ça peut nous apporter plein de beaux apprentissages et tout ça. C'est intéressant quand tu parles des aspects fondamentaux. Moi, j'utilise ce qu'on appelle le true self en anglais, le soi véritable. C'est un peu ça, cette espèce. Ça vient un peu de la philosophie, entre autres de la Grèce antique, cette espèce de conception-là que, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas nommer que ça existe pour vrai, le true self, évidemment. Mais la conception, c'est qu'il existe ton vrai potentiel. La conception du true self, c'est que tu as la plus grande, la plus belle version de toi que tu peux être, ton vrai potentiel, ton plein potentiel. Ça, c'est la direction.
vers lequel tu devrais diriger ta vie, selon tes talents, selon tes passions, selon qu'est-ce que tu veux avoir comme une espèce de mission de vie. Fait que, tu sais, ces espèces d'éléments-là intrinsèques-là, moi, c'est un peu ça que j'ai utilisé. Ça peut être une espèce de compas intérieur pour guider les décisions. Puis l'art peut être une façon, des fois, d'apprendre à se découvrir. Puis vous avez nommé, ce que j'ai compris aussi dans ce que vous nommiez, dans le fond, l'identité, ça peut se faire pas mal au cours de toute la vie. Il va peut-être y avoir des périodes dans la vie où l'identité va peut-être être plus saliente, ça veut dire plus importante, où le développement identitaire va être plus important, par exemple, l'adolescence, au début de l'âge adulte également, et où, s'il y a certains événements particuliers, comme on a parlé de l'immigration, j'ai l'impression que ça peut être confrontant. Si on va dans une autre culture qui justement, les identités sociales, les identités culturelles, puis là, qui on est au-delà de qui on était dans notre pays d'origine. Peut-être des événements extrêmement difficiles, douloureux, voire traumatiques, on va l'aborder un peu plus tard. Fait que c'est un peu ma compréhension. Je vais voir qu'est-ce que ça reflétait un peu ce que vous nommiez. Oh oui, tout à fait. Puis, tu sais, je pense même que si tu parlais de l'identité comme étant saillante à certains moments de la vie, je me suis rappelé, en fait, ce que une des professeurs que j'ai eues à l'université au doctorat, Fassal Kanouté, ce qu'elle disait, c'est que les gens essaient d'avoir une identité dans laquelle ils se trouvent confortables. Puis cette idée-là, je pense, de confort, on va rejoindre un peu ce dont tu parlais avec le soi véritable, tu sais, comme les éléments fondamentaux dont tu parlais, Noémie. Donc, c'est d'être confortable. Et quand on est confronté, déstabilisé, ben c'est là qu'on essaie finalement de retrouver une espèce d'équilibre et d'homéostasie pour se sentir confortable. Parce que si on n'est pas confortable avec notre identité, ben c'est notre bien-être et notre santé mentale là, qui en sont affectés. Là. Moi, je vois vraiment notre identité comme un peu la fondation, la structure de notre être, comme la charpente d'une maison. Puis ensuite, c'est beau, tu peux décorer la maison d'une différente façon, mais tu as quelque chose au milieu qui te guide, qui te tient debout, puis qui t'aide à prendre des décisions, puis à prendre des bonnes décisions. Tu sais. Oui, tu m'as pensé au livre de Bachelard qui est La poétique de l'espace. La poétique de l'espace où la maison devient un peu ce côté-là, tu sais, qui nous façonne ou qui devient. Mais c'est intéressant, on parlait des arts, comment par les arts. Tu sais. Puis si je pense que c'est important, on parlait des difficultés, des traumas qu'on peut vivre dans une vie, des transitions migratoires, transitions de vie. Comment les arts apportent peut-être cet équilibre que tu parlais, Caroline, parce qu'il y a un déséquilibre qui se fait, puis on cherche l'équilibre. Je pense que c'est intéressant ce que tu nommes ce déséquilibre qu'on recherche. Je pense pas qu'on peut être jamais en équilibre, mais la recherche de l'équilibre, ça touche à au true self de tantôt. Et l'œuvre d'art, c'est ça qui permet beaucoup en art-thérapie. C'est de se voir de loin, c'est de regarder de loin, puis de se rapprocher et de jouer avec l'expression qu'on a à l'extérieur de nous. Donc, c'est une discussion avec nous-mêmes que moi, j'appelle. Et des prises de conscience aussi. Exactement. Vraiment intéressant. J'ai ma structure dans ma tête, puis j'essaie de la moduler. J'aimerais peut-être qu'on puisse aborder tout d'abord pourquoi c'est important l'identité. Tu sais, le balado, on parle beaucoup d'identité parce que moi, je suis allé voir, puis il y a des bénéfices, puis ça me rejoint personnellement. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est important parler d'identité, d'en discuter soit avec soi-même, soit avec les autres, cette espèce de dialogue, cette interaction-là, puis pourquoi c'est important de développer notre identité? Qu'est-ce que ça apporte dans notre vie? Moi, la première chose qui me vient en tête, puis c'est pareil en art-thérapie ou en santé mentale, c'est la connaissance de soi. Sans la connaissance de soi, le reste est difficile. Si on parle de connaissance de soi, identité, ben, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à mettre en lumière des parties de nous. Je pense que ce côté-là est très important pour nous tous. Puis après ça, la deuxième chose, c'est entrer en relation avec l'autre. Quand je me connais, mes biais, mes difficultés, mais tout ce qui est l'identité, c'est pas juste ce qu'on... Quand tu disais ce true self-là aussi des côtés, des fois, des ombres dans nous-mêmes, on dirait peut-être. Mais si on les connaît, la relation avec l'autre est tellement plus facile. Et si on les connaît, nous, mais si aussi les autres sont capables de les reconnaître et de les accueillir. Oui. Parce que moi, en fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est pas tant les bienfaits au niveau individuel, c'est de dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, je me dis, il y a les tensions dans le monde, il y a beaucoup d'intolérance.
mais c'est aussi d'intolérance parce qu'on ne connaît pas l'autre. Donc, on ne connaît pas l'autre, on ne connaît pas son identité, leur identité, les identités. Si on... Et ça part aussi de se connaître soi-même parce que si on ne se connaît pas soi-même, c'est difficile d'aller vers les autres. Et si on n'est pas confortable avec notre propre identité, bien, comment on peut accueillir celle des autres? Fait que, tu sais, je pense qu'au-delà des bienfaits pour l'individu, il y a vraiment des bienfaits au niveau sociétal. Oui, puis je vais ajouter une petite phrase. Je pense aussi on apprend à se connaître à travers les autres. Il y a tout ce jeu-là qui est vraiment essentiel. Je dirais aussi, je pense que c'est important pour faire des choix qui sont alignés avec nos valeurs aussi. Plus on se connaît, plus on va faire des choix de vie dans différentes sphères de la vie qui vont être alignés avec ce en quoi on croit vraiment. Là. J'ajouterais ça. Très bon point. Puis je pense qu'on fait le lien, mettons, avec l'adolescence. L'adolescence, si je me rappelle, moi, mon adolescence, puis un peu les écrits aussi, on ne se connaît pas tant que ça au début de l'adolescence. Je pense que la période de l'adolescence, c'est un moment où on prend justement un peu de distance avec sa famille, où là, les parents, la famille, nos frères et sœurs prenaient peut-être plus d'influence sur qui on est, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime, ou etc. Puis là, l'adolescence, c'est un peu cette période-là d'autonomie, d'indépendance graduelle, ce que tu peux tout d'un coup faire de nouvelles activités. Tu n'es pas obligé de tout dire à tes parents, tu peux aller voir de nouveaux amis, tu peux te redécouvrir. Puis ce guide-là intérieur, je pense qu'il est particulièrement important à l'adolescence, puis aussi au début de l'âge adulte, où prendre des décisions qui reflètent tes valeurs pour que tu sois bien avec ces décisions-là, puis faire face un peu à toute cette influence des pairs-là, ce dialogue-là, où des fois les gens peuvent nous voir d'une façon qui nous convient peut-être pas. Comment faire face à ça, puis comment faire des choix avec lesquels on est bien, qui reflètent en fait nos valeurs. Mais les valeurs, c'est surtout à l'adolescence, c'est dur à trouver. Mais c'est vraiment ça dans le développement. Ce que moi j'ai compris, en tout cas, c'est à travers la gang d'amis qu'on apprend, on fait des erreurs, puis c'est là qu'on apprend. C'est pour ça qu'on se distance un peu de la famille, parce qu'on va essayer autre chose. Il y a beaucoup d'adolescentes qui me disent en suivi, hey, mes parents avaient peut-être pas raison là-dessus. Mais c'est super beau, une belle révélation, comme je peux penser par moi-même. Et ça relie beaucoup se connaître à travers l'autre, à travers, et ce que tu nommais aussi, c'est à travers nos environnements, puis les erreurs qu'on fait. Moi, je crois beaucoup à la théorie que l'erreur, c'est la meilleure chose pour apprendre sur soi, mais de la réparer surtout. Puis l'adolescence, c'est ça qu'il faut soutenir les adolescents pour qu'ils puissent apprendre à réparer. Puis dans ce temps-là, c'est là que il y a peut-être, on disait tantôt, une reconnaissance de soi-même à travers la voix de l'autre. Fait que c'est vraiment un beau... c'est ensemble, finalement, qu'on se bâtit, finalement. Vraiment intéressant. Puis, dans ma conception en moi, pour être véritablement soi-même, moi, il y avait comme deux angles ou deux volets. Puis, avec qu'est-ce qu'on dit, je pense que j'en rajouterais un troisième. Le premier, ça serait d'apprendre à se connaître d'abord. On ne peut pas être quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais ensuite, juste de se connaître, c'est comme, à mon avis, pas suffisant parce qu'il faut que tu puisses l'exprimer, qui tu es. Tu as besoin de l'autre volet, de pouvoir manifester, d'avoir le courage, puis la liberté de le manifester, d'exprimer dans ta vie, de prendre des décisions. Ensuite, le troisième volet qu'on parlait, c'est peut-être justement les réactions de notre environnement. Cette espèce d'accueil, est-ce qu'il accepte, est-ce qu'il accueille avec bienveillance, ou est-ce que plutôt on critique, on rejette, on dénigre? J'ai l'impression que ce troisième angle-là, il est super important parce qu'on a des environnements qui sont plus positifs pour la santé mentale puis le développement global, puis il y en a d'autres qui sont peut-être moins positifs. Je vais ajouter, après ça, c'est comment qu'on fait une relation avec l'autre, est-ce qu'on rejette ou on accepte, et comment qu'on apprend finalement à négocier dans la vie, à se voir différemment ou à se percevoir. Fait que je pense que c'est vraiment c'est vraiment un environnement, tu sais, l'environnement se construit, puis nous, à l'intérieur, on commence vraiment peut-être à se reconnaître, comme on me disait tantôt. Vraiment riche. Maria, je t'inviterais peut-être juste à... C'est vrai que tu peux le rapprocher aussi. Merci de beaucoup. toi. Parce que je vais être certain qu'on puisse bien entendre parce que tu partages tellement des belles choses. OK. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que d'avoir une identité peut-être plus mature, plus épanouie, ou si on se connaît vraiment bien, est-ce que ça a des bénéfices, par exemple, sur notre santé mentale, sur différents aspects de notre vie? Bien, oui, bien sûr. Puis je pense qu'on l'a déjà nommé. Mais tu sais, parmi ceux-ci, bien, c'est sûr que si on est confortable, d'avoir une identité dans laquelle on est confortable, on n'est pas torturé à
se comparer aux autres ou à ne pas savoir comment se présenter aux autres. Ça fait que, tu sais, déjà là, ça, c'est quelque chose, mais tu sais, c'est aussi la perception que les autres nous renvoient. Ça fait que c'est sûr que si la perception des autres, elle est positive en raison que notre identité, elle est bien assise, bien, c'est sûr que tout ce qui est discrimination, par exemple, peut avoir un impact qui est moindre. Le racisme aussi. Donc, je dis pas que ça n'a pas d'impact, mais si on est déjà si on est déjà dans une identité avec laquelle on a une bonne assurance, une bonne confiance, bien, c'est sûr qu'on est plus solide pour faire face aux regards intolérants ou différents là, des autres. Là, Et moins influencé. Peut-être moins influencé. Tu sais, mais influencer, je le vois pas nécessairement comme étant quelque chose de négatif. Tu sais, je pense que d'être influencé, parfois, ça a du bon aussi. On peut influencer positivement, négativement. Oui, mais au-delà du contenu de l'influence, tu sais, le fait d'être influencé et de se laisser influencer, bien, ça démontre aussi une ouverture. Une adaptation. Une adaptation, parce que si on se cristallise dans notre identité et qu'on ne se laisse plus influencer, on est fermé totalement, c'est là, je pense, qu'il peut y avoir là, des impacts qui sont extrêmement négatifs. Là. Puis moi, je te rappelle l'autocompassion à tout ça. C'est l'autocompassion, c'est peut-être de savoir qu'on vit la même chose ou similitude avec des êtres humains comme nous. Puis on regarde, même si j'ai pas réussi ça, mais tout le chemin que j'ai parcouru pour être là. Je pense que ça aide beaucoup à pouvoir, comme on disait tantôt, à s'ouvrir, à demeurer ouvert. Puis une chose qui me dit tantôt, c'est le côté artiste qu'on parle aujourd'hui. Mais moi, je suis une artiste, j'aime ça créer, puis je ne sais pas pourquoi, mais dans mon art, avec le temps qui passe, d'un coup, je suis comme « Ah oui, c'est moi! » Ce qui est intéressant avec les arts ou les œuvres d'art, l'identité aussi se trouve par un trait, par une couleur. C'est intéressant, et pas juste verbal, mais aussi on peut se voir par différentes formes d'expression. C'est ça qui est intéressant dans tous ces contextes-là, comment nos expériences avec les autres et avec soi-même nous permettent de continuer la recherche, peut-être. Je pense que tu introduis vraiment bien la prochaine question, un peu justement, quel est ce lien-là qui existe entre le développement identitaire, les arts et la créativité? Si quelqu'un veut se lancer. Le développement identitaire, les arts et la créativité. Ben, est-ce que je peux parler un peu de mon expérience personnelle? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Let's go. Dans le fond, moi, j'ai fait d'abord tu sais, au secondaire, tout ça, j'adorais faire du théâtre et tout ça. Fait que j'ai toujours été ma mère est artiste aussi, maquilleuse. Puis dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui travaillent en télé. Donc, j'ai été exposée, j'ai côtoyé plein d'artistes. Fait que, tu sais, ça a toujours été une facette de ma personnalité, tu sais. Puis rendu au baccalauréat, j'ai fait un bac en psycho. Puis c'est là qu'en faisant des recherches, j'ai découvert l'art-thérapie. Donc là, ensuite, je me suis orientée vers la maîtrise où j'ai pu écrire un essai en lien avec la pratique de l'art communautaire, qui est en fait une pratique où on fait de la co-construction entre un artiste, parfois des intervenants aussi, puis une population dite marginalisée. Puis ils vont faire un projet d'art, donc ça peut être de toutes sortes. Là. Ça peut être une chorale, ça peut être un vernissage, ça peut être une pièce de théâtre, et ainsi de suite. Et puis, dans le but de créer un lien aussi avec les gens un petit peu de la communauté. Donc, on veut faire un projet où les gens vont tisser des liens entre eux, puis où il y a un message qui va être transmis aussi à travers le projet artistique. Donc, ensuite, j'ai pu faire aussi le micro-programme. Donc, je me suis construite un petit peu professionnellement à travers tout ça. Puis aussi, dans le cadre de ma maîtrise, j'avais fait un stage. Puis c'est là que j'ai découvert le journal créatif. Puis je trouvais ça tellement intéressant. Je me suis dit, OK, il faut vraiment que je suive la formation parce que ça fit vraiment avec ce que je veux faire. Fait que je dirais que, au niveau de la construction de l'identité, mon identité professionnelle, c'est un peu construit à travers ma passion pour l'art, puis ma passion pour l'être humain, puis l'intervention, en fait, la relation d'aide. Fait que je dirais ça. J'ai l'impression que
dans ton parcours, dans ce que tu nommes, ta passion pour l'art était un peu un guide en quelque Oui, sorte. vraiment. T'es guidé Ah, vers... oui. Ça, on parlait de l'environnement tantôt, tu sais, qu'on voit que tu as eu un environnement qui t'a aussi supporté là-dedans versus tu avais grandi dans un autre environnement Ouais, puis tu avais c'est quand vrai. même cette passion-là, mais que Ouais. tu avais un environnement qui t'a aucunement exposé à l'art. Peut-être que tu ne serais pas la même C'est personne en ce possible, moment. oui, c'est vrai. Mais cette passion-là t'a vraiment, je pense, guidé dans tes choix. Oui. Tu sais, on parlait tantôt aussi, tu sais, que comme tu parlais de l'art visuel, tu sais, ou la télévision, donc différentes formes d'art, fait que Oui. différentes formes d'expression différentes. Fait que parce qu'on parle d'entité, on parlait tantôt de dialogue. Fait que là, on peut dialoguer avec la danse, avec le mouvement, avec le théâtre. C'est des façons différentes d'exprimer. Puis quand on se regarde à travers une autre façon de se voir avec une sculpture ou une pièce de théâtre ou une émission de télévision, je pense que c'est là qu'on parle encore de ce discours qui continue, de cette narration qui se poursuit. Mais tu sais, je pense aussi que, puis tu l'as nommé aussi, Maria, dans le sens que tu te reconnais dans l'art que tu fais. Ah, c'est moi, ça! Fait, tu sais, l'art permet de rendre visible un peu qui on est. Et tu sais, il faut le voir comme étant l'inconscient aussi qui peut... pas apparaître, là, mais se manifester, tu sais, sur un support qui peut prendre différentes formes. Là. Donc, on parlait de théâtre, on parlait d'écriture, on parlait d'art visuel, de chant, de vraiment toute forme d'art. Fait que, tu sais, l'art, je pense qu'il vient aider à manifester qui on est, puis à entrer en ce dialogue-là, donc avec l'image au sens large, là, que ce soit là, le théâtre ou que ce soit l'art visuel. Mais c'est ça facilite l'entrée en dialogue. Mais tu sais, au niveau même de la créativité en soi, tu sais, la créativité, c'est quoi? C'est d'explorer des nouvelles avenues, c'est d'essayer de trouver des façons, je ne veux pas dire originales, mais... des façons qui sont différentes d'exister, des façons différentes de faire les choses. Fait que veut pas, plus on est créatif, et pas nécessairement créatif par les arts. Les arts, c'est sûr que ça va aider à développer la créativité, les capacités créatives, mais plus on est créatif dans nos idées, plus on est ouvert et plus on est exposé à des choses différentes. Donc, nécessairement, je pense que l'art qui facilite les capacités créatives et les capacités créatives qui viennent faciliter le façonnement de l'identité, bien, c'est un lien qui se fait là, très, très facilement. Là. Puis tu sais, qu'est-ce qui me vient en tête quand tu parles? Moi, c'est un professeur que j'avais eu à l'UQAM, c'était Yaguerre. Puis il faisait la métaphore d'une œuvre d'art et de la personne qui se contemple, puis se contempler. Puis il nommait beaucoup la relation thérapeutique en art-thérapie, ou en dramathérapie ou autre, il y a une distance qu'on met entre nous et la personne, comme nous et l'œuvre d'art. Ce que je retiens, c'est ce côté-là, quand on crée, là, de loin on regarde, puis on a le temps de contempler qui on voit, comme un miroir un peu, puis ça, tu parlais d'introspection, tu parlais aussi de ce qui est inconscient également. Puis c'est vraiment ça, une des forces. Puis Caroline, elle a ajouté la créativité. C'est intéressant parce que pour moi, la créativité, c'est le mouvement, c'est ce qui m'amène à vouloir continuer. Puis il y a différentes formes de créativité. Tu sais, comme je regardais, là, je cherchais là-dessus hier soir étrangement, mais il y avait le grand C, tu sais, nos grands créateurs célèbres. Mais après, il y avait le petit C. Puis ça, c'est vraiment peut-être plus un moment de créativité où on est amené à se reconnaître, on est amené aussi à être avec l'autre. Mais après ça, je trouvais le mini C qui est le quotidien que tu nommais. Puis il y avait les procès. Puis là, je me disais, les procès, ça serait un peu comme ce qu'on fait à l'UQAT, dans notre domaine où on se sent vraiment bien. Je me suis dit, mais le moteur de la créativité en art-thérapie, mais si on regarde pour se connaître, ou se voir différemment, entre la créativité et l'identité, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on travaille à vouloir chercher, à rencontrer, à découvrir. Puis j'aime vraiment que tu as dit, Caroline, c'est les petites choses. Puis c'est ça qu'on peut tous faire. Les petites choses, on peut l'avoir quotidiennement. Intéressant. Puis je vais rebondir, parce que je pense que ça va venir approfondir nos discussions sur les liens entre l'identité, les arts et la créativité. Je suis tombé sur une étude
qui examine quelles sont les principales motivations d'adolescents et de jeunes adultes quant à pourquoi s'engager dans des activités artistiques d'écriture, de création d'images. C'est l'étude de Harrington et Chin Newman 2017. Fait que selon cette étude-là, les motivations de ces jeunes-là pour s'engager dans ce type d'activité-là se regroupent au sein de 8 thématiques. Le plaisir d'être créatif, exprimer et réguler ses émotions, bâtir son estime de soi, être son soi véritable ou son true self, capturer un moment de sa vie pour le préserver, s'exprimer, apprendre à mieux se connaître et développer ses talents et ses habiletés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ça ressemble à l'art-thérapie un petit peu. Oui, bien en fait, moi, je pense que je suis restée accrochée sur le premier thème, avec le plaisir. Tu sais, c'est sûr que on parle... Tu sais, le thème du balado, c'est vraiment... c'est les bienfaits, finalement, tu sais, de l'identité, d'avoir une identité, le soi véritable, la créativité, tout ça. On ne peut pas construire notre identité sans le plaisir. Et généralement, c'est rare qu'on va s'impliquer, s'engager, s'investir dans une activité de création si c'est pas plaisant. Puis c'est justement aussi, je pense qu'on va peut-être parler un peu plus tard là, de tout ce qui est l'identité et trauma, mais les arts permettent aussi, par cet aspect plaisant-là, non menaçant, d'aborder des aspects de soi ou des événements qui, normalement, on les aborderait pas. Donc, c'est sûr que ça vient jouer sur notre construction identitaire, là. Oui, puis c'est intéressant ce que tu touches parce que beaucoup de philosophes parlent que c'est à travers le jeu qu'on peut se connaître et parler à l'autre. Et c'est intéressant dans la recherche, c'est ce qui est nommé ce côté-là de ce que aussi, toi aussi tu nommes, Caroline, de jouer avec même qu'est-ce qui est plus noir de nous. Ça reste un jeu, fait qu'on s'ouvre une sécurité qui est là. L'autre chose intéressante à la recherche, mais le côté aussi de se perdre dans un moment, de ne pas savoir le temps. Le temps change de forme ou se perdre. On recherche ça beaucoup dans la création. Fait que c'est intéressant de voir que, tu sais, prendre un crayon de couleur ou danser ou faire de la musique, ça appartient à tout le monde. Je pense à les femmes de caverne. Non, on oublie tellement que c'était la façon qu'on avait pour être en vie. On crée des outils pour être en vie. On dessinait sur les cavernes pour montrer qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. Fait que je pense que ce que tu touches, en tout cas, avec la recherche, c'est qu'on peut l'avoir tout le monde entre nous. On peut le faire facilement. Oui, puis là, j'ai juste pensé, dans ce que tu disais, à laisser une trace. Oui. Tu sais, laisser une trace pour exister. Oui. Donc, c'est super important, là. Oui. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Ben, j'aurais tendance à dire aussi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de cette étude-là, c'est de leur permettre de s'exprimer à travers comme justement un langage différent. Tu sais, des fois, quand on est en recherche un petit peu ou en questionnement en tant qu'adolescent, on se pose beaucoup de questions, on parle, mais c'est intéressant aussi de pouvoir des fois se laisser donner une place pour s'exprimer à travers quelque chose de différent. Ouais. Tu sais. Puis c'est drôle parce que tu fais penser aux gens que je sers en thérapie, les jeunes adolescents, jeunes adultes. Puis quand ils crient des fois, ils font comme un bachelor, il dit ça, tu sais, le à l'intérieur de toi. C'est comme si c'est pas explicable, on sait pas pourquoi, mais il y a une reconnaissance de Puis je pense que c'est ça la recherche nomme, ce petit moment-là, qui est peut-être des fois au quotidien peut être présent, mais pas toujours présent. Puis avec ça, on laisse une trace. Puis la trace qui est là, lorsqu'on la revoit, là, on crée une mémoire qu'on garde. C'est quoi ce petit moment-là? Moi, j'adore. C'est une de nos enseignantes à l'UQAT qui disait, c'était avec Bachelard, il dit, lorsqu'on crée un petit moment, puis c'est comme si c'est plus grand que nous en nous. Tu l'as déjà vécu en art, j'imagine, ce petit moment-là? Oui. Mais moi, je fais des bijoux, en fait. C'est comme mon petit dada. Puis c'est vrai que je lis ce moment-là souvent quand je fais quelque chose, puis je suis comme « Ah, wow, ça a fonctionné! » Tu le reconnais après. Après avoir exprimé quelque chose, tu reconnais. Bien, durant la création, un petit moment, des fois, qu'on le ressent. Et moi, je sais que comme il y a une trace, des fois, la nuit, je me réveille, puis je le vois. Il y a comme une invitation, il y a comme une relation qui se crée. Je pense que c'est ça, en tout cas, pour un changement en art-thérapie qu'on voit souvent, quand on peut relier qu'est-ce qu'on a vécu, que ce soit un trauma ou autre chose, avec une sensation, elle a un sens pour nous. Puis là, on peut vraiment continuer la discussion. L'important, pour l'identité, c'est parler à l'autre, s'exprimer. Puis c'est l'art le permet quand des fois les mots ne peuvent plus le permettre ou ne savent plus comment s'enchaîner.
Ou ils vont trop vite. Les arts, des fois, peuvent permettre une espèce d'une assise, comme ça tantôt, dans l'identité, mais aussi en art pour soi-même. Tellement intéressant. Est-ce que ce qui ressort de vos propos, j'ai une question, est-ce que l'art, justement, est un véhicule qui nous permet d'aller explorer un peu notre intérieur, qui on est, nos émotions, nos vécus, puis ça nous accompagne un peu comme, je sais pas, j'ai l'image un peu d'un petit navire qui va sur l'eau de notre aide, puis qui découvre les choses, mais qui nous accompagne, qui rend ça plus facile, puis concret peut-être. Mais pour moi, c'est une chose. Mais c'est ton petit bateau sur l'eau, des fois, comme quand tu fais des bijoux, on fait juste le peindre, le rénover, c'est de l'art, puis ça nous garde en vie. Des fois, il y a des émotions qui rentrent, puis des fois, c'est de l'introspection. Je pense que l'art a différentes façons qu'on peut le vivre. Fait que c'est vraiment intéressant, tous ces côtés-là ensemble. Puis le côté symbolique qu'on parle de « Ah, c'est moi ». Là, c'est le côté symbolique où je suis avec toi. Mais je pense que l'art permet des différentes façons de garder ce petit voilier-là ou ce petit bateau vers, comme tu disais, vers un true self, peut-être. Ouais, peut-être. Mais tu sais, c'est plus qu'un véhicule. En fait, le véhicule qu'on prend, parce que j'allais dire, c'est un moteur aussi. Parce que, tu sais, le véhicule, ben, tu sais, on parle d'un bateau. Le bateau peut se laisser porter par le courant, mais on peut aussi décider, en quelque part, où est-ce qu'il va nous mener. Ça fait que oui, c'est un guide, mais je pense que... Et je ne sais pas comment le verbaliser. Il faudrait que je puisse dessiner quelque chose. C'est l'écran de couleur. Mais non, c'est ça. On dirait qu'il y a quelque chose de plus que uniquement orienté. Tu sais, où il y a quelque chose du façonnement, de la maison, peut-être. Tu sais, quand le voilier est un transport, un véhicule, mais peut devenir une maison, peut devenir notre habitation, peut devenir... Je pense que c'est toute cette créativité-là de c'est ça, c'est pas juste une ou l'autre. C'est vraiment, mais ce que tu nommes, ça fait pas juste transporter, mais c'est ça. Si on fait la métaphore. Un dessin, ça serait mieux. Oui, je suis d'accord. Oui, certainement. C'est intéressant. Je vais penser la prochaine fois d'apporter. Vraiment. Excellent. J'aurais envie d'ajouter aussi, je pense, quand il y a un cadre thérapeutique, dans le cadre de votre profession, justement, ça permet probablement à la personne aussi parce qu'elle est dans un cadre sécuritaire, un contexte sécuritaire, de se permettre de peut-être s'abandonner un petit peu plus puis d'aller plus en profondeur et de peut-être d'adresser certaines choses à travers l'image puis tout ça. Puis le rapport aussi qu'on a avec une image au fil du temps, par exemple, un tableau que j'ai dans mon appartement. Ben la façon dont je vais le percevoir, il sera pas nécessairement tout le temps pareil d'une semaine à l'autre ou d'une période à l'autre, dépendamment de ce que je vis, ce qui m'habite. Puis des fois, on porte attention à certains détails qu'on n'avait pas nécessairement observés au début. Puis je pense que ça aussi, c'est intéressant de voir comment l'art peut avoir un impact sur comme notre être profond. Là. Moi, je me mets à la place des personnes qui nous écoutent en ce moment, puis des personnes qui ont peut-être jamais vraiment utilisé les arts, puis sont comme, je me dis qu'ils peuvent se dire, hey, moi, je suis pas un artiste. J'ai pas vraiment un talent artistique dans X, Y, Z. Est-ce que je peux vraiment bénéficier aussi du pouvoir ou des bénéfices des arts? Fait que je pense que c'est un autre mythe peut-être que certaines personnes peuvent avoir, qu'il faut avoir un talent artistique ou il faut être un artiste pour pouvoir vraiment en profiter. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vas rire, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est encore mieux quand on ne sait pas dessiner, quand on ne sait pas créer. Tu sais, la magie de la première fois, le humph là, que je parlais tantôt, ça arrive souvent quand on explore une nouveauté. Hein. On dit la créativité, il ne faut pas faire quelque chose trop souvent qu'on aime beaucoup parce qu'elle va perdre sa couleur. Mais non, au contraire. Puis je pense qu'il y a des places à Montréal aussi qui sont gratuites où on peut aller créer, qu'on parle de réseau des Roches d'Or, un beau réseau, on peut aller créer, essayer. Mais tu sais, je laisse continuer Caroline, mais au contraire, moi je dirais, puis autant pour l'artiste là, qui va jouer avec un nouveau médium, qui veut retrouver un peu ce côté-là, un peu d'enfant de découverte. Mais au contraire, je dirais, il faut l'essayer. Puis il faut l'essayer plusieurs fois pour voir après ça si ça résonne. Pas abandonner dès le début. Non.
Puis, tu sais, après ça, c'est sûr qu'il y a chacun, tu sais, tu parlais d'essayer la première fois, mais il y a aussi, nos intérêts personnels, tu sais, veux pas. Donc, Noémie, tu parlais que toi, tu sais, ce que tu aimes faire, c'est les bijoux, donc, tu sais, ça te parle. Tu sais, il y a peut-être des gens qui vont être plus à les porter vers explorer la musique, puis s'exprimer par la musique, c'est quelque chose qui est très connecté avec leur être. D'autres, ça va être avec la peinture, ou, tu sais, vraiment, je dirais, tu sais, d'essayer de peut-être commencer avec ce avec quoi on est confortable. Puis après ça, c'est sûr que tu parlais d'espace sécuritaire, Noémie. Dans un contexte thérapeutique, tu sais, c'est autre chose. Tu sais, des fois, on veut... tu sais, on a des objectifs thérapeutiques, donc on veut normalement qu'il y ait des changements. Donc, à ce moment-là, on va peut-être essayer de confronter, tu sais, les intérêts, sortir les gens de leur zone de confort. Mais cela dit, on n'a pas besoin d'être bon, de savoir dessiner. Le but, tu sais, on parle des arts. Maria, tu parlais des grands C, des petits C, bien, c'est la même chose. On parle pas de l'art avec un grand A, on parle vraiment de l'art comme étant accessible à tout le monde, comme étant une façon de s'exprimer, tu sais, de prendre... Puis juste la manipulation des matériaux en soi peut apporter des bienfaits thérapeutiques sans qu'on soit dans un cadre avec un art thérapeute ou de se poser des questions. Juste la manipulation, des fois, peut nous amener un certain réconfort, peut déclencher au contraire aussi des prises de conscience qui nous amènent à bouger, à avancer. Là. Oui, c'est intéressant, tu amènes le côté de l'art-thérapie. C'est intéressant parce que souvent, une des philosophies ou un des principes en art-thérapie, c'est comment qu'on travaille en art-thérapie. Peut refléter comment qu'on est dans la vie aussi. Puis faire de nouvelles expériences avec différents médiums. On peut vivre autre chose qu'on ne vit pas nécessairement puis qu'on veut revivre. C'est intéressant, la différence, c'est le petit bateau, tu en as un à côté. On revient au petit bateau qui nous guide doucement. Fait que l'art thérapeute, elle est là juste pour t'observer, pour pas te diriger du tout, juste pour... T'accompagner. Oui, puis si c'est un petit naufrage qui arrive, elle est là pour te regarder, te relever, elle est là près de toi. Fait que c'est vraiment intéressant ce côté-là des médiums en art-thérapie qui, de la façon qu'ils sont manipulés, qui sont pas nécessairement toujours en vue de faire une image. Fait que si on prend un jeune qui prend une construction puis qui déchire tout puis qui a du plaisir à déchirer, ce mouvement-là devient créatif en lui-même. Et ce mouvement-là, peut-être, qui va se dire « avec mes amis, si je pourrais avoir plus de plaisir. » Nous, en art-thérapie, ce qu'on veut faire, on veut les amener à vivre des choses en art qui vont à l'extérieur. Et comme tu disais, des fois, c'est confrontant, mais un espace sécuritaire. Et après, on veut que la personne soit peut-être capable, avec le temps, de faire un lien dans sa vie pour revivre l'expérience, mais différemment. Fait que le contexte de créativité en dehors ou en art-thérapie. J'aurais envie aussi d'ajouter, je pense que autant dans le cadre de la formation en journal créatif, puis le micro-programme en art-thérapie, il y avait l'accent qui était mis sur le processus. Donc, de ne pas s'attarder aux résultats, mais de juste vivre l'expérience. Je pense que ça peut aussi concorder avec un contexte où on n'est pas dans un cadre thérapeutique, où on fait juste expérimenter une forme d'art, que ce soit apprendre la guitare ou jouer avec de la gouache, de juste prendre le temps d'être dans le moment présent puis de s'attarder aux textures et tout ça. Puis même, c'est pratiquement comme de la pleine conscience, si on veut, c'est de la méditation en soi. Les gens qui cuisinent, c'est une forme d'art, puis les odeurs, tout ça. Fait que je pense que l'art, ça n'a pas besoin... On n'a pas besoin, effectivement, d'être bon, juste de profiter, d'apprécier le moment, puis de se choisir aussi en faisant ça, tu sais, peu importe ce qui nous intéresse, de prendre ce temps-là pour nous, puis d'être dans le moment présent, puis d'apprécier les petits sens autour de nous. Et puis d'ajouter le faire avec quelqu'un. Souvent, les études démontrent que courir avec quelqu'un, créer avec quelqu'un, on le fait plus longtemps. On parlait de dialogue. Fait que, tu sais, on n'a pas à parler lorsqu'on le fait être près de quelqu'un, des fois, pour créer. Ça peut enlever ce côté-là. Puis ça fait des moments de rencontre vraiment intéressantes aussi. Puis, tu sais, ce que tu nommes par rapport à ça, ce que je comprends, c'est que, dans le fond, les bénéfices proviendraient peut-être plus du processus que vraiment juste le produit final de la création. Ou les deux. Ou les deux. Plus les deux, hein? Des fois, oui, c'est ça, tu sais,
des fois, le produit nous ramène un processus. C'est juste que ce qu'on veut faire, c'est comme la vie et l'identité. On veut garder chaque moment. Qui je suis à cette heure-là maintenant, c'est un produit, mais qui continue à être. Je pense que c'est pareil. Ce que tu nommes, c'est vraiment important. Ce que tu as dit, c'est le processus à travers cette façon-là. Et quand tu as dit tantôt que quand tu vois une image, elle change, comment tu la vois, parce que le processus continue, même s'il n'est pas fabriqué toujours. Puis tu nommais aussi les erreurs. Ouais. Les erreurs sont dans le processus qui te permettent éventuellement de te rendre à un produit final, mais tu as besoin de vivre à 100% le processus pour, si tu fais des erreurs, si tu essaies d'ignorer ou d'éviter les erreurs, mais tu ne vas jamais te rendre nulle part parce qu'ils sont inévitables un peu. Là. Mais tu vas faire des erreurs, on est des êtres humains. Ce que je me dis toujours, puis avec mes clients ou mes clientes ou les personnes que je charge, je vais dire, il va y avoir tellement d'erreurs, on va apprendre à les accueillir ensemble, puis comme on dit vraiment, les réparer. Puis c'est comme un objet en art. La réparation est aussi importante que l'objet. Fait que c'est important, ce côté-là. Mais tu sais aussi, peut-être juste parce que la question partait du mythe qu'il faut être bon en art pour pouvoir en bénéficier. Puis je pense que c'est justement ce que Noémie apportait avec l'idée de processus, c'est de ne pas s'attarder uniquement aux résultats. Puis ça revient aussi avec ce que Maria disait plus tôt, tu sais, de dire, bien, quand justement on n'est pas bon particulièrement en art, bien, ça nous permet de ne pas être pris dans ce qu'on doit faire ou ce qu'on veut faire. La performance. La performance, tout à fait. Là. Ça, mais encore là, tu sais, ce qui a été mentionné, tu sais, de dire que le processus et le produit, tu sais, vont de pair. Mais je pense que je voulais juste ramener ça, que le processus nous permet de peut-être nous détacher de cette performance-là, comme tu as dit. Puis c'est drôle, je pense à un artiste Klein, où il y a une exposition, les années, là, ça fait dans l'art moderne, un peu avant, il y avait une grande chambre en art, blanche, sans œuvre. Puis les gens étaient invités à voir. Puis dans ces années-là, les gens ont dit « mais ils ont vraiment crié au scandale pour certains. » Puis il a réussi à vendre la chambre en art vide. Mais ce qu'il nommait là-dedans, il est intéressant, il disait « c'est pas ce qu'il y a sur le mur, c'est comment toi, tu perçois qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur de toi. Fait que c'est intéressant, ce côté-là de ce produit. Fait que pour moi, t'as l'image qui est créée, le dessin qui est créé, ou la sculpture, ou la danse. En art-thérapie, tu as là où le thérapeute, la personne thérapeute. Tu as aussi le client ou la cliente, la personne cliente. Tu as également les matériaux, mais ça forme une image en haut. L'image est formée par tout ça ensemble. Donc, ce processus-là, c'est ce dialogue-là entre chaque élément. Fait que, non, c'est intéressant. Puis, non, pas être bon, ça fait du bien. Ça fait juste du bien aussi de ne pas vouloir être bon. Si on parle, c'est quoi bon? Un autre balado, mais juste de jouer. Puis, quand on joue, on fait des erreurs, puis on apprend des choses, puis il y a un petit peu de tout ça. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Fait que je vais vous emmener dans une autre thématique, peut-être un petit peu différente, mais on va revenir avec l'art à l'intérieur de ça. Et je voulais aborder la question, qu'est-ce qui arrive à notre identité quand on vit des événements difficiles, voire traumatiques ou même potentiellement traumatiques? Puis Caroline, je pense qu'en particulier, Maria aussi, je crois, mais qu'est-ce que c'est le rôle des arts là-dedans? Qu'est-ce qui arrive d'abord à l'identité dans les événements difficiles, voire traumatiques? Qu'est-ce que c'est peut-être un événement traumatique ou potentiellement traumatique? Puis où est-ce que l'art rentre là-dedans, dans tous ces événements-là? Puis, on parlait de dynamique, on parlait d'être en relation. Oui, bien tu sais, je pense en fait, ça tombe pile poil là, de mettre cette question-là à ce moment-ci parce qu'on a abordé plusieurs aspects. Mais tu sais, le trauma, qu'est-ce que c'est? C'est d'être confronté à la mort. Donc, notre propre mort ou la mort des autres. Donc, c'est un peu, en quelque sorte, d'être confronté à la mort de notre identité. Donc, à ce moment-là, ben c'est sûr que ça vient ébranler les fondements de qui on est, de où est-ce qu'on s'en va, est-ce que je dois, on parlait de confort, tout ça, comment je peux être confortable dans cette situation-là. Puis c'est sûr que, tu sais, les arts, ben ramènent le plaisir qu'on n'a peut-être plus parce qu'on a été confronté à
à cette mort-là qui est mort, qui soit au sens propre ou figuré. Ça nous ramène, c'est ça, dans le plaisir. Ça nous ramène aussi au niveau du dialogue, parce que peut-être que le trauma aura comme créé cette rupture-là. Le trauma, c'est aussi une rupture dans le temps, une rupture avec les autres, avec soi-même. Donc, les arts vont nous permettre de reconnecter avec qui on est différent, peut-être aussi de comprendre ce qui s'est passé. Puis, oui, bien, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Oui, bien, non, quand ça m'a touché beaucoup, on t'a dit, c'est comme la mort de l'identité. Ça m'a touché beaucoup, cette phrase-là. Mais ce que j'ai appris du trauma, c'est dans les recherches, la personne qui a vécu un trauma similaire, c'est celle qui le voit différemment, qui a beaucoup plus de chances de vivre une meilleure santé mentale, de trouver des ressources. Mais les arts permettent ça, ta question. Ça permet une vision aussi, ça nous expose, ça nous ramène à un espace sécuritaire également. Aussi, l'image qui est regardée, imaginez en art-thérapie, on a une thérapeute, personne cliente qui regarde l'image ensemble sans dire un mot. La contemplation de vécu, quelqu'un dit « oui, j'ai vécu ça ». Je pense que c'est ce côté-là dans le trauma, qui est important. Ouais. Puis, c'est ça. Puis j'ai vu des grandes fresques dans des grandes prisons, puis sans toucher un peu à ce que j'avais vu de couleurs dans les prisons dans le monde, où il y a eu beaucoup de trauma, ou des endroits vraiment fermés. Sur les murs, j'avais vu des couleurs, des fresques, puis je me disais, pourquoi les gens ont peint dans des moments si... Parce qu'il y a de l'espoir. Fait que comment les arts rentrent là-dedans, ça nous permet de continuer à vivre, malgré cette mort que tu parles, Caroline. D'exister. Exactement, d'exister. Puis c'est là qu'on parle d'identité. Intéressant quand tu amènes le mot exister, parce que c'est là qu'on dit, on existe déjà de la naissance. Hein? Et déjà là. Fait que c'est intéressant ce côté-là. Fait que vraiment, les arts peuvent nous aider non seulement à voir différemment l'histoire qu'on a vécue, à la raconter différemment, à la raconter avec quelqu'un, à prendre le temps et à prendre une distance physique. Hein? Juste imaginer en art-thérapie, la personne cliente, la thérapeute, qui s'éloigne de loin, puis ils regardent, ils font un chemin ensemble. Fait que tous ces côtés-là, comme en l'art. Donc, important, est-ce que c'est l'art ou l'art-thérapie? Là, c'est une autre discussion, mais étant en art-thérapie, c'est vraiment ce côté-là qui va aider à voir le trauma différemment. Puis, peut-être pour toi... Est-ce qu'on pourrait dire aussi que l'art, dans un contexte où la personne se retrouve aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment moins faire, tu sais, qui sont moins artistiques ou qui aiment moins, donc ils vont aller faire du sport, puis c'est bien correct, mais évidemment, on met l'accent sur ça aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire que l'art peut être un peu comme un compagnon, ou tu sais, un compagnon à travers... ce qu'on vit quand c'est un événement traumatique? C'est comme une question que je soulève. Oui, tout à fait. Mais on parlait justement avec la métaphore du bateau, du moteur, du voilier, de la maison, peu importe. C'est sûr que ça demeure cette métaphore-là quand on parle de trauma aussi. Puis là, on jase, hein? Donc, tu sais, j'imagine aussi la maison, c'est ça, c'est un espace où on se sent bien. Donc, veux pas, ça va nous aider à renouer avec qui on est, puis avec notre bien-être, finalement. Puis à accepter aussi que, on peut être bien. On peut se sentir bien, qu'on n'est plus non plus dans ce moment-là du trauma, on est ailleurs et que cet ailleurs-là, c'est peut-être justement l'art qui nous a amenés là, dans cet ailleurs-là. Puis peut-être pour la métaphore, on continue, mais si dans ce petit bateau-là ou ce petit voilier-là, il y a différentes pièces. Il y a un sous-sol, il y a peut-être en haut, il y en a avant. Un trauma, parfois, on arrête d'aller dans certaines pièces. On arrête d'aller dans certains endroits. On ne veut plus sortir. Fait que les arts, parce que moi, dans mon expérience que j'ai vue, ça amène la personne à vouloir redécouvrir des endroits qui avaient décidé d'abandonner ou de ne pas vouloir aller. Parce que la personne qui est bienveillante, qui est près de la personne pour l'aider à faire ce côté-là. Fait que c'est comment vraiment, tu sais, c'est les arts, mais c'est les arts avec qui, ou si c'est une œuvre d'art, qui la regarde avec. Je pense que c'est important, le avec qui, ou quand on se parle de compagnon, il est venu, oui, un compagnon, mais avec qui te regarde, si c'est ton parent ou quelqu'un qui regarde ce que tu as fait à la maison. Il y a le regard de l'autre sur une chose que tu as produite, que tu t'es exprimée, puis
pense à une maman sur le frigo qui met le petit dessin, qui prend le temps de le regarder. C'est tout ce côté-là, de cette exploration-là. Mais d'où l'importance, tu sais, de nommer la bienveillance aussi. C'est ça. Parce que, justement, si cette expression-là est exposée dans un contexte qui est malveillant ou qui n'est pas Exactement. bienveillant, bien là, c'est sûr que ça vient impacter de façon assez négative. Là. Oui. Donc, autant le bien-être, notre identité, retraumatisation peut-être, bref. Oui. C'est vraiment important de penser, tu sais, tu sais, Oui. ce à quoi j'ai pensé, c'est d'exposer les œuvres. Donc, Oui. justement, qui va les Comment? voir, comment ils vont être perçus, qu'est-ce qu'on veut exprimer, qu'est-ce qu'on veut partager. Fait que, tu sais, il y a un moment, je pense, dans la création où on se laisse guider. On revient avec ce véhicule-là. On se laisse guider, accompagner par l'art. On exprime des choses qu'on contrôle peut-être pas. Sauf que on peut contrôler, par contre, ce qu'on souhaite Oui. partager avec des autres à l'extérieur de ce petit cercle-là qui, peut-être, oui, un cadre thérapeutique ou, tu sais, comme ça peut être aussi nos amis, notre famille, tu sais, avec lesquels on se sent confortable, en sécurité, à l'aise. Mais si on veut exposer à l'extérieur de ça, je pense que c'est super important de réfléchir Oui. à ce qu'on souhaite partager et à comment les autres vont le recevoir également. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a deux choses en parallèle. Il y a l'œuvre d'art qu'on a, OK, puis encore on parle de est-ce qu'on l'expose, à qui on la montre. Après, c'est quand on n'a pas d'œuvre, avec nous, à qui on parle, à qui on parle pas, à qui on raconte. Quand on parle du parallèle entre l'art-thérapie ou la vie, c'est vraiment important comment qu'on accompagne quelqu'un à se raconter à qui et comment. Puis c'est vraiment intéressant. Puis, et ces œuvres-là, je pense que tu parlais de l'inconscient des fois qui sort trop vite, puis des fois on est là, peut-être celle-là, je vais la garder pour moi dans mon journal créatif. Ou d'autres, celle-là, je pense qu'elle peut être montrée à quelqu'un que j'aime. Fait que c'est important, oui, d'amener ce côté-là. J'aimerais résumer un petit quelque chose. Est-ce que, dans le fond, pour des événements plus difficiles, traumatiques, ce que je comprends, c'est que c'est des événements qui sont très effrayants, peut-être très douloureux également, voire menaçants. Est-ce que l'art permet d'aller justement débuter un dialogue avec ces événements-là d'une manière peut-être plus sécuritaire? Cette espèce de tu sais, on avait le véhicule tantôt, peut-être que c'est ça, le véhicule qui va un peu nous protéger d'aller tranquillement ouvrir cette pièce-là qui est sombre. Je pense qu'il faut nuancer. Hein? Ça dépend. Moi, je dirais la réponse serait ça dépend. Oui. Les deux, comme... Je pense que ça dépend de qui, de qu'est-ce qu'on a vécu, où on est rendu dans notre vie, et il y a tellement avec qui on le fait. Tu sais, je pense que l'art n'est pas dangereux en lui-même, c'est important, mais en même temps, je pense c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait avec cette œuvre-là qui est créée et avec qui on l'a fait. Comment tu pourrais peut-être... Tu sais, Oui, puis le rythme aussi, est-ce qu'on est prêt réellement à ouvrir cette porte-là? Parce que des fois, on a peur d'ouvrir la porte parce que c'est effrayant, c'est douloureux. Mais quand même, on est suffisamment bien et solide pour l'ouvrir quand même et de recevoir ça. Mais d'autres fois, on pourrait ouvrir cette porte-là et on n'est pas prêt. D'où l'importance, là, c'est sûr qu'on parle de traumatisme, mais dans ce cadre-là, je pense qu'il faut être accompagné. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'on peut faire de l'art, on peut s'exprimer, mais tu sais, si on veut explorer certaines choses qui sont très douloureuses, traumatisantes, mais il faut penser à soi-même et à se protéger, donc de le faire de façon accompagnée, là. Oui, puis pas juste ça. Tu sais, je travaille beaucoup avec les jeunes adultes ou adultes également avec un développement traumatique. Souvent, on travaille par commencer à l'autocompassion, à bien manger, bien courir, être bien, juste à créer. Il y a un moment où ce qu'on veut explorer. Puis ce que Karine a dit, c'est important, bien, c'est ce moment-là, il arrive quand? Ça, c'est individuel à chaque personne, chaque relation. Fait que des fois, juste peut-être, on parle des mandalas, tu sais, juste colorier à l'intérieur d'une forme peut faire beaucoup de bien parce que c'est le moment présent. Fait que des fois, c'est pas toujours le besoin d'aller approfondir. Mais si on le fait, de faire vraiment attention, puis de voir avec qui on partage ces choses-là. J'ai envie d'ajouter quelque chose, puis je vais être prudente dans ce que je vais dire. Vous pourrez me corriger si jamais je me trompe. On va utiliser justement une situation où plutôt c'est une, disons, clientèle qui ont un passé ou un vécu traumatique. Ben,
en art communautaire, si on parle d'un groupe de personnes qui ont vécu quelque chose de similaire, puis là, évidemment, dans ma situation, ça serait des gens qui sont prêts à, disons, adresser certaines choses, ben le fait de tisser des liens entre eux, d'avoir un groupe, de pouvoir se comprendre, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être très positif de ça, qui peut découler. Puis le fait de justement construire, travailler sur un projet d'art pour ensuite transmettre un message, lequel ils vont décider ensemble, qu'ils vont choisir ensemble. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose de positif, mais encore là, c'est d'être prudent puis de savoir quand on est prêt. Mais quand on est prêt à adresser certaines choses, puis qu'on est entouré de, justement, des gens, puis d'un contexte sécuritaire, je pense que ça peut être positif aussi. Bien, j'aime ce que tu dis, c'est qu'une collaboration, c'est Oui, ça. c'est C'est ça. que les personnes sont là, puis ils ont le goût de collaborer vers, puis c'est clair l'engagement qu'on a. Ça, puis sa collaboration, c'est là, comme tu disais, est-ce qu'elle est réelle ou non, et c'est là qu'on peut s'engager. Une certaine empathie aussi, puis une compréhension, tu sais, quand les gens ont des vécus similaires. Je pense que ça aussi, ça peut être réconfortant pour certaines personnes de se sentir comprises, puis d'être soutenues d'une certaine façon aussi, puis accompagnées. Intéressant. Puis ça m'amène un peu à la prochaine question. Il nous reste dizaine de minutes à peu près. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, justement, pour mettre en œuvre, utiliser un peu ces bénéfices-là des arts, que ce soit tout seul, chez soi ou avec un ami à la maison, ou que ce soit peut-être avec peut-être un professionnel ou un accompagnateur plus formé. Quelles sont vos suggestions d'idées pour ça? J'ai envie de te laisser parler du journal créatif, si t'as envie. Peux-tu me reposer encore la question une deuxième fois? On dirait que j'ai comme compris à moitié. En fait, comment utiliser, comment mettre en pratique ces arts-là ou pouvoir bénéficier des bénéfices des arts au quotidien, si on est chez soi tout seul ou à l'aide d'un professionnel, par exemple? Ce qui est intéressant avec le journal créatif, c'est que c'est déjà, il y a des exemplaires qui se vendent déjà. En fait, c'est Anne-Marie Jobin qui a commencé l'école et tout ça, qui forme des professionnels. Mais il y a des enseignants, il y a des techniciens en éducation spécialisée, il y a des psychologues. Il y a différentes personnes avec différents chapeaux qui peuvent avoir la formation, qui peuvent suivre la formation. Puis, moi, j'ai plusieurs exemplaires à la maison, je peux en faire. Ce qui est intéressant du journal, c'est qu'il y a comme une continuité, tu sais. On choisit notre journal, puis on se laisse aller un petit peu, puis c'est le fait que ça soit ludique aussi, mais qu'on peut aller jusqu'à notre limite en profondeur ou pas. Et puis, moi, j'ai fait aussi un petit peu de groupe dans le cadre de certains stages, puis que je trouvais très intéressant, c'était encore là le partage, tu sais. On utilise du collage pour parler d'une thématique. Des fois, on ajoute un petit peu, disons, de psychoéducation ou, tu sais, on ajoute un petit peu de contenu autour des expériences plus artistiques. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'était le partage entre les participants, qui était très riche des fois, puis juste de refléter, tu sais, finalement, je vois telle chose dans mon collage, puis je m'en étais même pas rendu compte au départ, tu sais, fait que je pense que le journal créatif est très intéressant pour ça. Puis il y a de l'écriture aussi, donc se laisser aller des fois en poésie, tout ça, s'amuser avec les mots aussi, on peut coller des mots, puis après, inventer des poèmes ou des phrases avec ça, fait que mais tu sais, je pense que l'idée aussi derrière le journal créatif, puis qui peut être vu vraiment de façon plus large, c'est d'y aller petit peu par petit peu. Oui. On n'est pas obligé de se lancer non plus dans des grandes œuvres ou des grandes créations, des grandes réalisations, mais d'intégrer la pratique de création au quotidien. Puis c'est ça que une activité comme le journal créatif permet, c'est d'y aller. Tu mentionnais au début le journal créatif qui est comme à la frontière avec le journal intime, mais c'est un peu comme, mais aujourd'hui, voici qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, ou voici, j'ai envie comme de jouer un peu avec les matériaux, les manipuler. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire facilement, là. Puis, on n'a pas besoin non plus d'un grand espace. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres avantages à créer, par exemple, de grandes œuvres, mais tu sais, d'y aller, je pense, petit peu par petit peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marianne. Oui, puis tu sais, on parlait tantôt d'endroits communautaires où aller créer. Si, exemple, le CAP, le Centre d'apprentissage parallèle, offre des cours en art-thérapie, en dramathérapie,
pas trop cher des fois, puis ça a une belle communauté des programmes scolaires pour les jeunes des cégeps, secondaires, je pense université également. Le journal que tu parlais, l'amener dans une ruche d'art, l'amener dans un endroit... Les ruches d'art, là, le dire, il y en a beaucoup, beaucoup à travers le monde, mais un endroit qui est gratuit pour le public. Donc, on va créer près de quelqu'un, comme on disait tantôt. Il y a également l'Opération Bonne Mine. On a un autre centre que c'est gratuit, finalement. Je regarde un peu que c'est pas trop cher là, pour le public. Puis qu'on va dans les écoles, donc offrir des programmes scolaires à des professeurs puis des jeunes, autant des jeunes primaires, secondaires ou donc en voie de prévention du décrochage scolaire, des projets. Pour tous les jours, c'est pas de ne pas être seul, je pense, de créer avec quelqu'un, prendre un cours d'art pour le plaisir de faire de la peinture, pour le plaisir de créer. Je pense que c'est vraiment des choses qu'on peut faire au quotidien. Mais tu sais, une chose que j'aimerais peut-être mettre l'accent, tu sais, tu as parlé de ce qui se passe en milieu scolaire, mais des endroits comme ça, comme les milieux scolaires, peuvent ouvrir des espaces de créativité, d'expression qui vont... Le thème, justement, du balado, on ne peut parler de la persévérance scolaire, finalement. Oui, c'est ça, oui. Mais, tu sais, c'est important d'avoir cet espace-là à l'école. Tu sais, c'est un espace où les jeunes sont à tous les jours, où ils peuvent se sentir bien accueillis. Je dis bien où ils peuvent parce que c'est sûr, là, on ne rentrera pas dans cette discussion-là, mais le milieu est quand même assez important, mais où ils peuvent exprimer leurs inquiétudes, leurs rêves, ce qui se passe de bien dans leur vie. Donc, les pairs, finalement, apprennent à les connaître. L'enseignant apprend à connaître aussi les personnes qui sont dans sa classe. Donc, ça crée aussi une façon de se connaître qui est différente. On a du plaisir ensemble. On peut créer une pièce de théâtre ensemble, improviser, rire, faire des choses qui sont comme complètement ridicules, mais qu'on ne fait pas en milieu scolaire et qui vont nous rapprocher. Et c'est cette dynamique-là qui vont faire que, on sent que je peux... En tant que personne, je peux m'exprimer, je peux exprimer mon identité à l'école, elle est bien reçue. Et donc, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de motivation à l'école et qu'on va persévérer à l'école. Ça que je pense que c'est ça. Je voulais quand même ramener ça parce que c'est important d'ouvrir et d'offrir ces espaces-là. Puis, ça n'a pas besoin d'être non plus structuré, ça peut simplement être, voici, on dédie, je sais pas, une demi-heure, 1 heure dans notre semaine, et voici, on vous offre des matériaux, exprimez-vous. Puis c'est intéressant ce que tu nommes, parce qu'il nommait aussi que pour l'être humain, dans les recherches qu'il montrait, c'est que si on fait 1 heure par semaine de journal ou de l'écriture, ou on va être en meilleure santé mentale, un peu ce qu'on fait avec un thérapeute. Il y a l'art-thérapie aussi, quand tu disais ce qu'on peut faire, bien, si on a besoin, si on parle de trauma ou de difficultés, là, je dirais peut-être un engagement, l'art-thérapie, la dramathérapie, la musicothérapie, la danse-thérapie. On en a, il y a le psychodrame. Il y a beaucoup de thérapies qui nous amènent à s'exprimer différemment également. Mais je pense vraiment, puis nos voisins, c'est la fête des voisins, il n'y a pas très longtemps, là, qu'on vient de la célébrer. Donc, c'était jeudi passé, la fête des voisins, puis ça, c'est le mouvement santé mentale qui l'a mis en place. Trouver des voisins avec qui on peut créer 1 fois par mois. Non, mais ça peut être aussi simple. C'est un des enfants, créer avec notre enfant, prendre le temps de voir aller au musée. Hein, peut-être, il y a 1 jour par mois que c'est gratuit là, au Musée des Beaux-Arts. Aller voir des choses peut-être qui ne sont pas trop coûteuses pour nos jeunes, là, qui sont à l'école puis qui étudient, mais qui pourraient amener un peu de créativité également. Bien, écoutez, je pense qu'on va terminer sur ces beaux mots-là, ces belles propositions-là. Oui. On est déjà à la fin du balado. Et si on est, ceux qui nous écoutent sont intéressés à suivre vos projets, vos travaux ou vous contacter, y a-t-il des façons qu'on peut vous rejoindre ou qu'on peut voir ce sur quoi vous travaillez? Bien, je dirais peut-être de façon un peu plus générale, pour tout ce qui est les programmes d'art-thérapie, on a une adresse courriel qui est art-thérapie@ucat.ca. Donc ça, c'est plus par rapport à nos formations, tout ça. Puis de toute façon,
on peut ensuite être rejoint chacune d'entre nous. Je sais aussi que pour ma part, je fais partie de l'Institut de recherche Sherpa. Donc, Sherpa qui est dans le fond, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus, mais qui est spécialisé dans tout ce qui est culturel, interculturel, la migration. Et il y a les programmes d'expression créatrice en milieu scolaire, donc qui existent depuis plusieurs années et dont moi, finalement, mes travaux s'articulent beaucoup autour de ces programmes-là, dont Art et Conte, par exemple, et le jeu d'ensemble. Fait que ça peut être aussi un endroit où aller voir comme mes travaux. Puis si c'est pas nous que vous voulez contacter, mais l'Association d'art-thérapie du Québec, donc AATQ, donc c'est pas le site web, là, c'est très accessible pour des questions par rapport à l'art-thérapie, que ce soit au Québec, au Canada ou différemment. Puis peut-être simplement, tu sais, moi je dirais, c'est peut-être pas un petit mot pour finir, c'est pour créer, tu sais, venez créer. Des fois, l'UQAD, dans le temps, on va peut-être le ramener en vie. On avait un moment de création pour tout le monde également. Fait que soyez peut-être à la guet de ce que vous, université, Concordia, l'UQAD, qu'est-ce qui vous donne en art-thérapie. Peut-être qu'il y a des moments aussi que vous pouvez venir passer puis créer également. Ben moi, j'ai une petite page de bijoux si vous êtes curieux de venir voir. Vous pourrez voir mes petites créations. Puis si vous voulez me contacter, ben, ça va me faire plaisir. Donc, c'est Création Noémie Beauregard. C'est très simple. Super. Excellent. On va aller voir ça. Ben, écoutez, un gros merci d'avoir été ici avec nous, avec moi aujourd'hui pour ce balado-là. Je pense que on a vraiment bien couvert les thématiques. Donc, merci beaucoup. Mais merci de à toi. l'invitation. Merci, c'était de vraiment, l'invitation. vraiment chouette. Tant mieux, je suis content que vous ayez apprécié. Ceux qui écoutent, on vous remercie évidemment d'avoir assisté à cet épisode de balado-là. Je m'appelle Rémi Parra-Beauchemin, étudiant au doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke. Je rappelle ceux qui financent, qui rendent possible ce balado-là. Tout d'abord, les fonds de recherche Québec, évidemment, le Mouvement Santé Mentale Québec et une bourse Mitax Accélération pour cet épisode-là en particulier. Et si vous vous écoutez et vous êtes intéressé à participer éventuellement, un peu comme Noémie aujourd'hui, on recherche toujours des étudiants ou des jeunes de 18-30 ans qui aimeraient participer, que ce soit comme une table ronde aujourd'hui ou par l'entremise d'un témoignage individuel. On a des réseaux sociaux également, fait que vous aimez les discussions, on fait des infographies, mais on va partager également les balados sur les réseaux sociaux. On a évidemment YouTube, on va avoir les différentes plateformes de balados à la version audio comme Spotify, etc. On a LinkedIn, Facebook, Instagram également, on va les mettre dans la description. Et on a des collaborateurs, j'aimerais remercier, sans oublier, parce que c'est grâce à eux qu'on rend ça aussi possible, quelques collaborateurs. Juste un instant. On a la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke, la CFAC, qui collabore, qui nous aide. On enregistre entre autres dans leur studio. On a la professeure Jules Lin de l'Université de Sherbrooke, qui est aussi co-directrice de l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, avec qui aussi on travaille étroitement. On a le groupe de recherche d'intervention, c'est les adaptations sociales de l'enfance, le GRIS, associé au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke, qui collabore également sur ce projet. Et on a l'Union étudiante du Québec aussi, qui est collaboratrice sur ce balado-là. Donc, on les remercie chaleureusement sans eux, on n'aurait peut-être pas réussi à financer tout le projet. Et écoutez, je pense que c'est ça. C'est ça. Fait que, un gros merci, puis on se dit à bientôt. J'ai envie d'être moi.